Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Voilà, nous sommes maintenant avec notre invité que j'annonçais tout à l'heure. Décidément, c'est l'adverbe que semblent utiliser maintenant ces derniers jours les Béninois avec les informations qu'ils ont ça et là, qui leur demandent par exemple de faire des dépenses pour homologuer hausse des prix des produits de première nécessité et maintenant assurance maladie obligatoire dès janvier prochain. Assurance pour les motos si la loi était votée par les députés et casque dans le littoral pour les conducteurs de motos et passagers. Même si la plupart de ces dépenses contribuent généralement au bien-être de chacun de nous, eh bien les Béninois ne comprennent simplement pas cet enchaînement dans un mandat pourtant annoncé hautement social. Qu'est-ce qui peut expliquer cette perception du social et surtout que devrait être la bonne interprétation? Voilà l'exercice auquel va se prêter notre invité du jour. Il s'agit du docteur Kalis Ruedé, il est sociologue. Monsieur Ruedé, bonjour. Bonjour madame et bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, depuis l'annonce le 23 mai dernier par le chef de l'État de faire de ce quinquennat un mandat hautement social, la joie des Béninois était intense, évidemment. Vous étiez aussi heureux. Mais depuis ces différentes affaires de poubelles, de hausse de prix des produits de première nécessité, beaucoup font un procès au gouvernement, estimant par exemple que le social annoncé est à rude épreuve. Comment alors on peut définir ce social pour être tous sur la même longueur d'onde? Merci pour l'opportunité qui nous est donnée de nous prononcer sur une parole du président de la République. Pas des moindres, c'est la personne dans un régime dans un régime présidentiel, c'est la personne qui porte et qui conduit la politique publique du pays. À ce titre, lors de son investiture, le 23 mai passé au stade Charles de Gaulle, l'adverbe hautement social, je pense que quand le président l'annonçait, ce serait à l'aune d'un certain nombre de paramètres. Puisqu'il ne saurait pas annoncer une telle préoccupation à intérêt public d'une part, et d'autre part à intérêt diversifié. Diversifié en ce sens que les problèmes ne sont pas les mêmes d'une catégorie socio-démographique à une autre, d'une région à une autre. Donc, fort de cela, il faut contextualiser son expression, laquelle expression, je dis, n'est en partie la réponse à un certain nombre d'études que j'appelle le diagnostic social, auquel ces diverses structures qui vont l'informer mieux que moi ont essayé de lui donner des données. Je prends pour preuve un certain nombre de documents, en l'occurrence le plan national de développement, qui a essayé d'aborder chacun des secteurs vitaux de notre pays. L'éducation, la santé, l'énergie, la question de l'eau, tout ça là. La photographie sociale présentée montre un certain nombre d'inégalités sociales en la matière. À ce titre, le milieu de résidence devient une variable d'analyse. Quand je dis le milieu de résidence devient une variable d'analyse, il faut comprendre ce milieu de résidence comme un élément qui montre que si je suis en milieu urbain, je n'ai pas la même probabilité de dépendance par rapport à celui qui se trouve dans un milieu rural. Donc, c'est là qu'il faut contextualiser sa préoccupation. Autre chose qui va rentrer dans le postulat de cette contextualisation, c'est qu'il y a aussi des problèmes d'ordre catégoriel. Dans différents secteurs également, au-delà de la couche bénéficiaire, il y a les acteurs qui sont dans l'aspect de la productivité. Quand vous rentrez dans l'enseignement, quand vous rentrez dans le secteur sanitaire, quand vous rentrez dans un certain nombre de domaines. Donc, c'est fort de cela que, vu un certain nombre d'indicateurs, que les projections faites vont lui permettre de par l'input, quand je parle de l'input, je parle des investissements, je parle des mesures qui seraient prises pour atténuer, entre autres, les difficultés selon l'échelle que chacun se situe. Ça, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Et cela, il faut revenir maintenant pour définir, pour faire comprendre le social là, qui n'est rien d'autre que, de façon sommaire, à travers le dictionnaire Larousse, pour dire que
c'est ce qui est relatif à la société, à la collectivité, à la communauté. Et quand le politique parle du mot social, depuis les années 70, nous prenons la métropole, je veux parler de la France, depuis les années 70, jusqu'à l'avènement de Chirac, la France a été au cœur des questions sociales. Est-ce que vous voyez? Donc, transposées dans notre contexte aujourd'hui, les questions sociales sont devenues des réalités. Et quand un homme politique qui, de son rang, vient parler de hautement social, les gens ont en référence, entre autres, un certain nombre de dispositions qui ont été prises pour aménager nos localités, pour un certain nombre de choses, avec la question de Covid-19 et tout ça. Donc, les gens ont cet élément comme élément de référence. Certains, d'autres ont, au regard des problèmes catégoriels, ont aussi une autre attente par rapport à ça. Mais revenons maintenant à la préoccupation à partir de laquelle un procès est fait. Je pense que si vous liez la question de poubelle, si vous liez... Puisque ce sont des dépenses, il faut forcément sortir de l'argent pour acquérir ces poubelles-là. Voilà. Avec les denrées qui sont maintenant chères, on estime que ce n'est pas le moment quand on annonce... Je ne veux pas parler de ce qui est de la poubelle, d'accord? Mais je prends les autres choses qui sont des éléments conjecturels, qui sont des crises qui sont venues, d'accord, au lendemain, après son investiture. Ça, c'est une question qui dépasse même les frontières nationales. D'accord, quand vous suivez bien les chaînes internationales sur les questions économiques, sur les questions sociales, la pandémie Covid a joué. Entre autres, ce n'est pas la seule variable prépondérante dans l'avènement de ce que nous disons. Donc, fort de cela, il faut que les gens approprient le mot hautement social au regard des préoccupations qui ont fait l'objet de diagnostics sur lesquels le gouvernement, le président, veulent apporter des réponses. Il faudrait d'abord qu'on comprenne déjà que le social ne veut pas dire qu'on distribue. Non, pas du tout. On doit être terre à terre. Oui. Il faut comprendre ici que le social, quand un homme politique le dit de son rang, ce n'est pas de venir distribuer de l'argent. C'est des mesures qu'il faille prendre pour assurer une durabilité d'un certain nombre de bien-être. Est-ce que vous voyez? Quand je prends par exemple dans le domaine sanitaire, ce qui est une évidence, quand je prends un médecin gynécologue obstétrique, ça ne court pas dans toutes les formations sanitaires publiques. Mais la jeune femme confrontée à des questions gynécologiques obstétriques, d'accord, dans une formation sanitaire, va faire l'objet d'un transport médicalisé si cette dernière se retrouve dans des régions dont l'investissement en matière sanitaire répond. Mais les endroits géographiques où cet investissement ne répond pas, cette femme ne va pas faire l'objet d'un transport médicalisé. Donc, ce qui crée ce que j'appelle une inégalité sociale, ce qui crée ce que j'appelle une discrimination selon l'espace géographique, d'une part, et d'autre part, selon la nature de la politique publique en la matière. Donc, fort de cela, a priori, le président parlant de hautement social, entre autres, voulait dire, je vais mettre tous les Béninois au même pied d'égalité d'accès aux services sociaux. Et pour cela, aujourd'hui, la cartographie de la desserte en eau potable a connu une amélioration en la matière. Il y a beaucoup d'études qui l'ont démontré, d'accord, que le taux de desserte a connu une évolution. Il en est de même quand vous rentrez sans pour autant faire le bilan de ce qui s'est passé déjà, mais c'est des éléments à titre d'illustratif sur lesquels le président attend encore apporter beaucoup de réponses. D'accord? Laissons le domaine de la santé. Prenons maintenant ce que j'appelle l'investissement humain, je sais pas, dont le retour sur investissement n'est pas immédiat pour l'État. Je veux parler de la question de l'éducation. Aujourd'hui, quand vous prenez l'enseignement primaire, l'instauration de ces cantines scolaires, qui sans doute a connu une amélioration en termes de maintien des enfants à l'école, d'autre part, et aussi un soulagement à certains parents qui étaient démunis pour pouvoir supporter le maintien de leur enfant à l'école. Ce qui est fait là, aujourd'hui, vous prenez les dernières études à travers une étude réalisée par la société civile par l'entremise du projet REPASOC sur financement de l'Union européenne, a montré un certain nombre d'atouts.
Mais au même moment, a montré un certain nombre de faiblesses dans certaines localités où l'État doit encore revoir la copie dans le sens de l'amélioration sur toute la ligne. Ça, c'est déjà aussi des choses sans doute, quand le président disait hautement social, ces différents secteurs vont recevoir leur input, leur investissement, qui plus est, vont nous permettre d'avoir autant que se peut, d'accord, un grand seuil d'accessibilité aux services sociaux et par conséquent, le bien-être collectif. Donc c'est la réduction en réalité des inégalités sociales. C'est la réduction. Le politique n'est que là seulement pour réduire les inégalités sociales au niveau de la population. Le citoyen ne doit pas faire l'objet beaucoup plus d'exclusion, d'accord, de ce que j'appelle des revenus, en tout cas de la richesse nationale. Parce que tout le monde ne produit pas au même degré. Oui, tout le monde ne produit pas au même degré parce que tout le monde n'a pas la même capacité pour venir sur le marché de l'emploi. Donc l'impôt que vous payez est en proportion, est proportionnel à votre statut, proportionnel à vos services, d'accord, de productivité, la sphère dans laquelle vous êtes. Un entrepreneur ne payera pas la même chose qu'un simple consultant, d'accord, qui selon le code des impôts aujourd'hui, dit ce que chaque acteur doit donner, d'accord, pour ce qui concerne la caisse de l'État. Donc, je pense que le thème hautement social doit avoir deux attentes. Ce n'est pas les choses conjoncturelles qu'il faille juger a priori le gouvernement, mais le gouvernement aussi ne doit pas rester figé non plus. Ce que j'appelle les événements, en sociologie on appelle ça les impondérables, d'accord, les cas non prévus, face auxquels le politique doit avoir dans cette stratégie une réponse. Mais sur la flambée des prix, il y a un comité technique qui a été mis en place justement pour réguler. Oui, pour un gouvernement responsable, les ministres je pense que c'est la moindre des choses. Sont instruits pour pouvoir contrôler justement la sortie de cette denrée-là hors du territoire. Mais pourquoi, selon vous, M. Ouidé, on a cette perception du social dans notre pays où on pense que, bon, quand on dit le social, c'est qu'on attend directement, peut-être, j'en sais rien, le cash. Non, ce n'est pas le cash. C'est que peut-être je ferai un peu on ne fera plus de dépenses, si vous plaît. Non, on fera des dépenses. Et le mot social m'amène un peu à faire de la genèse, si vous me permettez. La genèse de la fonction de l'État. Nos États africains ont quitté ce que j'appelle l'État-providence est terminé. L'État-providence est terminé. Et pour le Bénin, d'accord, de mémoire, je pense que l'État-providence a pris fin en 1986. C'est-à-dire quoi? De 60 jusqu'à 86, quand le jeune sortait de l'université ou bien de n'importe où, il attend que le soir, la radio le positionne. Quand la radio le positionne, il y a une politique de natalité, il y a un certain nombre de choses dont il est bénéficiaire. Mais depuis 86, avec la crise des années 90, des années 80 et le non-recrutement de 86 jusqu'à 95, ça a laissé ce que j'appelle des alternatives de ponction des produits sortis des lieux de formation. Donc, cet état de providence est terminé. Maintenant, ce qui vient, nous sommes restés avec les politiques de banque, des institutions de Bretton Woods, nous sommes restés un peu en marge des questions sociales. Ce qui fait que les Nations Unies ont trouvé des formules pour faire des politiques de coopératives, d'accord, qui a connu également aussi ses limites. Donc, vient maintenant le moment où le secteur privé doit pouvoir contribuer à une bonne réception de l'attente de la jeunesse qui, aujourd'hui, sort plus tôt, qui a 20 ans, 30 ans, de nos lieux de formation, à un âge précoce, mais le temps d'insertion professionnelle prend assez du temps. Puisque l'État ne recrute plus de façon systématique, mais l'État vient recruter selon les besoins dont il veut essayer de satisfaire les populations par secteur, par ceci. Et qui plus est aujourd'hui, c'est la compétition, c'est les compétences. Nous sommes à l'aube d'une certaine révolution intellectuelle et autres. Donc, fort de cela, les gens vont se dire, bon, du moment où je suis dans l'attente, comparé sous dossier, quand je veux parler dossier, je parle de la France, où l'attente d'insertion professionnelle devait me permettre de bénéficier de quelque chose de l'État. Le revenu minimum social, RMI, sur quoi beaucoup de politiques publiques françaises, beaucoup de sociologues ont beaucoup plus travaillé, les 16 programmes, les Frétigny ont beaucoup plus travaillé sur ces questions, d'accord, de disqualification sociale, de désaffiliation, de perte de lien social. Je pense que nous ne sommes pas dans ce contexte. Le contexte qui est le nôtre ici, ce sont nos problèmes
qui sont beaucoup plus, qui relèvent beaucoup plus des secteurs sociaux, des secteurs vitaux, d'accord, où l'État, dans son droit de nous réguler, puisque nous avons confié notre existence à l'État à travers la République, d'accord, à laquelle chacun de nous est obligé, qu'appelle-t-on, de s'y soumettre à cette injonction, à répondre aux obligations de la République. Je pense que c'est là qu'il faut comprendre et qu'il faille attendre ce que l'État viendra faire. Et en la matière, à titre illustratif, vous avez vu récemment que l'État a procédé à un recrutement dans le secteur sanitaire afin de pouvoir, au manque que nous avons. Il y a une enquête qui se déroule depuis 2013 dans notre pays sous la conduite de l'OMS qu'on appelle l'enquête SARA. C'est une enquête aujourd'hui qui donne de l'information aux politiques, au PTF, à tout le monde, de savoir les problèmes qui sont les nôtres et le degré de satisfaction de la population béninoise dans toutes les formations sanitaires requises. Je pense que quand vous prenez le plan le système national d'information et de gestion des données, le SINIC au Bénin, cela révèle la compétence que nous avons, la compétence médicale que nous avons dans nos formations sanitaires, d'une part, et d'autre part, le plateau technique qui existe. Puisque je rappelle que le Bénin dispose d'une politique sanitaire basée sur ce que j'appelle une pyramide sanitaire, d'accord, qui part du sommet vers là-bas et vers le bas du moins, d'accord. Et à ce titre, les zones sanitaires n'ont pas les mêmes problèmes, encore moins la géographie médicale impose un certain nombre de plateaux techniques. Et ce plateau technique doit pouvoir répondre aux pathologies qui sont les plus récurrentes dans la localité. Je pense que c'est fort de ces études-là qu'aujourd'hui, l'État a procédé à ce recrutement. Et ce n'est pas fini. Si vous avez suivi récemment, au niveau de Bembereke, l'unité de formation, je veux parler de Britannique militaire, là-bas où les gens on a formé les gens aujourd'hui. Parce que le Bénin dispose de 546 arrondissements. Ces 546 arrondissements, tous ne sont pas au même niveau de question de sécurité. Est-ce que vous voyez? Donc, l'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir, installer dans tous ces arrondissements au moins un commissariat. Et qui dit commissariat dit police. Et qui dit police demande un minimum de niveau. Parce que l'OPJ qui va rester là, il faut qu'il ait un minimum de niveau. D'accord? Parce que les plaintes, tout ça là, il faut être formé pour pouvoir les enregistrer et faire ceci. Aujourd'hui, vous voyez, la case judiciaire est en train de conduire aussi une dynamique. Laquelle dynamique va permettre aux citoyens d'avoir accès à ces droits sociaux, d'avoir accès à un certain nombre de choses. Je pense que c'est dans ce contexte que, a priori, le président qu'il faille inscrire, qu'il faille comprendre, entre autres, d'accord, son expression hautement sociale. Donc, il reste encore autant de secteurs où le président doit pouvoir agir. Et plus vite. Comment alors le Béninois pourra être impacté ou comment il pourra comprendre ce social qui le touche en réalité? Le social ici, il pourra être impacté à travers ces grandes, comment je dirais, ces grandes mesures. Est-ce que vous voyez, j'ai parlé tantôt de la question sanitaire, oui. D'accord? Si hier, il fallait payer 500 francs dans une formation sanitaire publique pour être pris en charge, d'accord, par une pathologie INS, l'État voit que les 500 francs là, que l'administration sanitaire impose au patient qui est venu, et vu la dangerosité de la pathologie, l'État dit aujourd'hui, l'État peut dire, d'accord, les 500 francs que vous réclamez, pourquoi? Le corps médical dit, nous réclamons 500 francs pour tel intrant, pour tel intrant, pour tel intrant, ce qui va nous permettre de lui donner les premiers soins afin de le soulager avant de commencer par faire l'autre diagnostic pour un remède adéquat. Donc, ces 500 francs, l'État peut se dire, bon, maintenant, moi, je donne 300 francs. D'accord? Celui qui vient et qu'il n'a pas les 500 francs, il ne faut pas qu'il fasse, excusez-moi, qu'il fasse l'objet d'autres handicaps demain, ou bien il décède. Puisque l'État a le devoir de protéger la vie de tous ses citoyens. À ce titre, ceux-là sont là pour dire, bon, maintenant, sur les 500 francs, pour telle pathologie INS, dont la dangerosité, mais la probabilité de vie, de suivi de l'individu, voilà, vous, maintenant, l'État vous demande de payer les 200 francs. Les 200 francs, quand vous venez, ça veut dire quoi? L'équipe technique est disponible, le corps médical est là, la gestion du temps est là, le matériel, le plateau technique adéquat est là. Donc, on ne va plus dire qu'il manque telle chose
qui a fait que telle personne a perdu sa vie ou bien court un autre risque de morbidité. Donc, fort de cela, je pense que c'est des actes qui sont entendus pour que le Béninois, à l'aune de ce quinquennat, puisse mieux appréhender l'adverbe hautement d'abord avant de l'associer à social. Voilà encore un certain nombre de choses qui sont là. J'ai parlé de l'enquête Sarah qui nous a permis. Aujourd'hui, quand vous prenez le document qu'on appelle le Plan national de développement, dans tous les secteurs, un travail est fait. Mais des ambitions sont indiquées, ce que j'appelle des indicateurs, des ambitions, le pourcentage, tout est indiqué dans ce document. Et j'en veux pour preuve, pour ce qui concerne la question de pauvreté. Aujourd'hui, la question de pauvreté, la politique trouvée, c'est une stratégie à long terme. Et c'est ça qu'aujourd'hui, qui a fait l'objet de tout un ensemble d'investissements et qui continue d'être opérationnel. C'est le projet H aujourd'hui, qui est une réalité dont je ne vais pas épiloguer sur ça, tout le monde connaît, mais qui est en train de connaître, qu'on son implantation, d'accord, en termes de couverture géographique, en termes de paquet de services. Aujourd'hui, les artisans vont bénéficier des formations, quitte à les rendre beaucoup plus disponibles à répondre à des besoins de la clientèle. Vous voyez. Donc, voilà un peu, entre autres, des secteurs au regard de la documentation, au regard de la réalité sociale, où le mot hautement social doit être compris et intégré dans l'attente. Est-ce que vous voyez? Je pense que d'ici 2 ans, la carte sanitaire va connaître une autre dynamique. Il en est de même pour la carte scolaire. Maintenant, quant à la carte universitaire, voilà encore un autre problème où le mot hautement social est attendu de tous les acteurs. Quand vous prenez ce monde, tous les acteurs qui interviennent là, d'accord, n'ont pas tous un ancrage institutionnel avec l'État. Il y en a d'autres qui n'ont qu'un ancrage de circonstance, un ancrage saisonnier. Donc, ceux-là sont dans une certaine vulnérabilité. On ne peut pas avoir mis du temps, faire des investissements, d'accord, alors que les ressources humaines sont là. Donc, je pense que l'État, le chef de l'État, en parlant de hautement sexuel, il est hautement social, il a toutes les informations, il a toute la situation en main, il est mieux informé que tout le monde. Je pense qu'il a ce que j'appelle le tableau de bord social du pays. C'est fort de cela qu'il a envie d'investir, d'accord, afin d'inverser la tendance qui est là aujourd'hui, qui n'arrange pas tout le monde. Vous voyez, cette question de l'aspirana, par exemple, d'accord, je pense que ça a connu de haut et de bas. Et les échanges que le président de la République a eu avec les acteurs, je pense que ces échanges vont contribuer à l'amélioration de ce dispositif qui est là, pour que tout ce qui se passe au cours primaire et au cours secondaire puisse trouver mieux de solutions. Et par là, aujourd'hui, je pense que je vais juste évoquer un élément, parce que je dis l'école, c'est l'un des facteurs de socialisation les plus édifiants. Pourquoi? Parce que c'était ça vous permet de connaître ce qu'on appelle la mobilité sociale, de connaître ce que j'appelle l'ascension sociale. Le pauvre peut passer par là, d'accord, pour changer de classe sociale. La classe sociale dont je parle aussi, c'est de niveau de vie. La classe sociale aussi, je parle ici, c'est de niveau de responsabilité, ce qu'on appelle en sociologie la stratification sociale. Mais aujourd'hui, l'administration, au regard de la forte croissance démographique scolaire, l'administration scolaire qui est là aujourd'hui ne peut pas répondre à tous les problèmes qui se posent dans ce milieu. Il se pose aussi des questions d'ordre social. La crise, non seulement la crise économique, il y a aussi la crise familiale, qui fait que les enfants dans certains collèges n'ont pas le respect de leur enseignant et ne savent pas pourquoi ils viennent à l'école. Il faut que l'État essaie de voir avec les centres de promotion sociale qui sont déjà dans la plupart de nos communes, comment disposer, j'avais proposé dans ce pays, d'accord, comment disposer d'un minimum de services sociaux qui puissent prendre en compte ces questions qui sont dans les établissements secondaires de l'État. Mais les enfants ont des parents. Ah oui, mais je parle de parents, madame, qui parents n'est pas que géniteur. Mais les gens confondent parents aux géniteurs. Ils ont d'abord des géniteurs. Des géniteurs, mais ces géniteurs ne jouent pas bien leur rôle, d'une part. Et d'autre part, comme je l'ai dit quelque part, la multiplication des mères célibataires, ce que j'appelle les familles monoparentales aujourd'hui, crée plus de problèmes, d'accord, à l'État que d'en résoudre. Vous voyez, quand vous rentrez, vous prenez la tranche d'âge de 15 à 19 ans aujourd'hui, en termes d'activité sexuelle. La jeune fille qui n'est pas encore biologiquement mûre, qui tombe enceinte, fait dépenser plus l'État en matière de gynécologie obstétrique dans un accouchement par rapport à une femme qui a atteint au moins 25 ans.
l'État perd. Parce que l'État ayant déjà investi pour son éducation, voilà que cette dernière n'est pas allée, d'accord, au thème, et elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, voilà ce que l'État va encore investir sur elle pour qu'elle accouche. Elle accouche pour être encore où? Elle sort du système. Ce que j'appelle les perdus de vue. Elle sort du système, elle devient un problème social. Problème social dans la mesure où elle n'a pas appris un métier. Elle n'a pas une capacité de productivité. Elle devient quoi? Excusez-moi l'expression. Ce que j'ai écrit quelque part. Elle devient femme d'errance sexuelle. Parce qu'elle n'est pas occupée. Et son jeune âge, il n'y a pas des instances qui puissent la prendre en charge. Donc, nos filles qui sortent du système éducatif du fait de la grossesse, il n'y a pas une structure adéquate qui puisse les prendre comme je vois ailleurs. Donc, il y a aussi une attente à ce niveau. Il y a aussi une attente à ce niveau. Et faisons un peu de bémol par rapport à ça. Et je suis bien les médias. Je pense que la Fondation Claudine Talon a essayé de récupérer un certain nombre de ces jeunes filles que j'appelle les filles mères, à qui elle a essayé de contribuer à leur insertion, d'accord, dans le secteur agricole. Celles-là peuvent se prendre en charge aujourd'hui. Mais il y en a combien? Vu le nombre qui est là, quand vous prenez les statistiques au niveau de l'enquête démographique et de santé, de la dernière édition qui date de 2018, vous avez 12% des filles de cette tranche d'âge de 15 à 19 ans, d'accord, qui sont exposées aux activités sexuelles, contre 6% des hommes qui sont dans la même tranche d'âge. Les grossesses en milieu scolaire, tout le monde en parle. J'en ai écrit déjà des choses sur ça ailleurs. Donc ça là aussi, c'est une perte en termes de qualité de la démographie béninoise. Parce que dans une démographie, si vous voulez avoir, complètement ce que j'appelle des compétences, surtout que la démographie béninoise est une démographie de la jeunesse. Mais l'État n'est pas resté mieux à cela. Non, c'est pour cela que ces données sont des données qui permettent à l'État de faire ce que j'appelle des politiques publiques. Lesquelles politiques publiques s'expriment en termes d'éducation pour occuper. Vous voyez, il faut occuper. Je le dis, il faut les occuper. Si déjà, il y en a qui ne veulent pas aller à l'école, mais qu'il y a des grands centres de formation. Et là, j'invite, j'ai proposé ça quelque part dans mes réflexions dans ce pays, que les grandes villes, que les mairies des grandes villes puissent créer une ligne pour dire la jeunesse de ma commune, je puisse m'en occuper. Comment m'en occuper? Je ne parle pas des activités, tout ça, mais créer des grands centres de formation où les gens vont apprendre des métiers. Monseigneur Isidore de Souda, paix à son âme, il en a fait dans ce pays. D'accord? Il en a fait. Moi, j'ai travaillé sur ça, j'ai vu ce qu'il a fait. Je ne parle pas de ces activités, de ces infrastructures sanitaires, mais je parle de ce que Monseigneur Isidore a créé des centres d'écoute pour des enfants qui sont en train d'errer dans la ville, qui a créé des centres d'apprentissage de métiers. Vous dites, ah oui, vous allez trouver, il y en a à Cotonou un peu partout. Je pense qu'on peut s'inspirer de bonnes choses et que nos mairies puissent trouver des lignes budgétaires pour créer cela. Accompagner cela d'une enquête. Donc, accompagner le social, oui, mais c'est fini. Le social ne doit pas seulement relever seulement du président de la République, de tout dépositaire de l'autorité publique. Oui. Et nous en avons, je ne vais pas me mettre encore à citer d'autres choses. Mais ça, illustrer pour que oui, j'illustre parce que on ait la bonne perception. Oui, on aura la bonne perception parce que c'est le chef de l'État qui donne le signal fort. Quitte à chacun de récupérer et de pouvoir travailler pour ça. J'ai l'habitude, je l'ai dit quand au temps de la législature de 2017 à 2011, je disais que chaque député doit avoir un petit cabinet des compétences. Si on multiplie, oui, des compétences, voilà. C'est que quand le gouvernement vient avec un certain nombre de projets, avec le budget de l'État, avec d'autres choses, son cabinet qui dispose là doit lui fournir des informations fiables pour que tous travaux en commission puissent permettre à ce député de contribuer, d'accord, ce n'est pas dans l'élaboration, mais de contribuer à mieux meubler le budget au regard d'un certain nombre de problèmes qui figurent dans sa circonscription électorale, même si il est pour toute la nation. Mais comment va fonctionner ce cabinet? On va défiler Non, c'est lui qui reçoit, ce n'est pas il va défiler, c'est lui qui fait appel à des compétences. D'accord? Bon, quand je prends la tranche d'âge de 15 à 19 ans,
allez me faire sortir 15 à 19 ans, quels sont les problèmes en termes de santé, quels sont les problèmes en termes d'éducation, quels sont les problèmes en termes d'occupation, d'accord, de distraction, pour que je puisse faire ceci, c'est fini. Et autre chose, aujourd'hui, le gouvernement, ça je le dis, le gouvernement a tellement travaillé pour réaliser beaucoup d'études, d'accord, c'est ça que j'ai cité, le plan national de développement, qui est ce document-là. Donc, si cela, 2007 à 2011, si cela avait ça depuis, je pense que la gouvernance va connaître une amélioration, d'accord. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, l'État a trouvé la formule de mettre des agences dans beaucoup de secteurs, lesquelles agences travaillent de concert avec les mairies, d'accord, pour que les secteurs sociaux soient beaucoup plus implémentés sur le territoire, pour ne pas dire dans chaque circonscription, pour ne pas dire dans chaque localité, pour que l'individu lambda puisse avoir accès aux services sociaux. Et comment le Béninois peut comprendre que, par exemple, les microcrédits qui sont des prêts sont aussi des actes sociaux? Parce qu'on est peut-être qu'on ne voit pas encore l'impact social. Non, l'impact social, ça, j'ai bien le dit, et quelque part, celui qui gère ça, M. Biao, j'ai dit que ces questions doivent faire l'objet aussi d'études, d'accord, d'une part, et d'un accompagnement sociologique. C'est-à-dire quoi? La dame qui vient chercher le microcrédit, et qu'on lui explique d'abord, qu'on essaie de lui faire comprendre la perception qu'elle doit avoir de microcrédit. On va se mettre à expliquer chaque... Oui, parce que je dis... Non, bon, la perception... Les exagérations, les instrumentalisations. Je fais partie des consultants qui ont géré, qui ont évalué le projet FNP dans ce pays. Les jeunes qui avaient pris les sous ont cette perception de ces sous en ce moment-là comme je ne sais pas, leur part du gâteau du bien public. Ils ne se sont pas rendus coupables de la mauvaise gestion. Est-ce que vous voyez, ce qu'ils avaient prévu, pour lesquels leur plan d'affaires a fait l'objet d'études pour qu'ils aient les sous, beaucoup n'ont pas complètement tenu compte de ça pour les réaliser. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, le microcrédit, de ce que je suis, je pense qu'avec le projet H, il y a un travail qui se fait, d'accord. Là, il y a des études qui se réalisent pour pouvoir faire. Et récemment, la faculté des sciences économiques, d'accord, j'ai suivi une étude qui a été réalisée, dont je demandais le rapport, où je serai sous peu en possession de ce rapport qui a été réalisé par les enseignants en économie, d'accord. C'est pour montrer les risques d'impayés, les raisons des impayés. Et c'est pour ça que le projet H a un paquet de services. La femme qui vient prendre, il ne faut pas que quand elle prend ça, que vu sa situation sociale, vu le degré d'indigénat dans lequel elle se trouve, il ne faut pas qu'elle prenne les sous pour aller soigner son enfant, ou bien pour aller faire ceci. C'est pour cela que j'ai trouvé cette approche, une approche intégrée, d'accord, pour contribuer à réduire la vulnérabilité de certaines couches socio-démographiques de notre population et qui plus est, multiplier ces actes pour qu'on ait moins de dépendance. Parce que la dépendance, c'est une source de pauvreté notoire. C'est une source de pauvreté notoire. Quand vous n'êtes pas quand vous êtes encore dans la tranche d'âge qu'on appelle la population active, d'accord, dans le monde du travail, en économie du travail, vous ne devez pas être pris en charge. Est-ce que vous voyez? Alors que vous devez assumer la dépendance pour des gens qui ont quitté déjà ce que j'appelle la sphère du travail. D'accord? Des personnes âgées. Ceux-là sont dans la dépendance, d'accord? Dans la productivité non économique, mais plutôt dans la productivité sociale, de par leur conseil industriel. Mais si ceux-là ne sont pas très tôt entretenus, le risque de décès est très élevé. D'où nous allons perdre beaucoup plus au niveau des personnes de la troisième génération. Alors qu'on a besoin de cela dans une vie sociologique comme la nôtre en Afrique. Les personnes de troisième âge constituent des espaces de conseil, des espaces de protection. Vous voyez, donc on ne va pas contribuer beaucoup plus à leur dégénérescence sociale et sanitaire. Donc voilà comment les gens doivent commencer par percevoir dans une approche. Il ne faut pas que les gens prennent cette expression comme une modalité de paresse. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu les inégalités justement sociales qu'on essaie de réduire qui conduisent à cette interprétation qu'on oui, on en est conscient que, comme le disait Bourdieu, les inégalités sociales sont là, mais on ne peut pas les anéantir.
tout comme Jean-Jacques Rousseau dans son document Émile, vous comprenez? Donc, on ne peut pas. Maintenant, il faudrait que le capital social qui va venir de chaque parent, que chaque parent puisse travailler. C'est vrai, ce n'est pas facile ce que je dis. Les gens vont dire, bon, lui, les sociologues, ils parlent. Non. Vous allez faire, c'est ça que je dis, disposer de ça, de la taille de son ménage, c'est une question pluridisciplinaire. En quoi il dit que c'est pluridisciplinaire? C'est une question de budget de temps. C'est une question de budget économique. C'est une question d'ambition. Quelle ambition que vous avez sur votre enfant? Un enfant qui naît ces temps-ci, où la grossesse fait objet de beaucoup plus d'analyses biomédicales, d'une part, et d'autre part, que la scolarisation aujourd'hui n'est plus ce qu'elle est il y a 20 ans. Moi, j'ai fait le CEC, c'est l'État. D'accord? Je sortais là, je pense que les contributions, le montant le plus élevé qu'a payé ma feu mère, je ne pense pas que cela puisse même atteindre, c'est moins de 10 000. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu un certain nombre de paramètres dont les gens doivent tenir compte. L'indice de fécondité aujourd'hui tourne autour de 8 enfants. Vous avez 8 enfants. Et vous voulez faire de ces enfants quoi? C'est ça que je dis. Si les gens pouvaient faire ce lien. On va pas imposer un côté. Non, on ne va pas imposer, mais il faut que de ce que vous avez fait. Même si certains l'ont fait. Même si certains l'ont fait. Peut-être pas encore là, on n'en est pas là. Je dis l'époque de l'enfant dans un postulat de la providence divine. Cette époque-là est dévolue. Je ne veux pas citer des régions ici où le taux de natalité est très élevé par rapport à la capacité d'accueil de chaque ménage. Ce qui va créer ce qu'il appelle le supplément dans les ménages. Ce supplément génère d'autres conséquences. Oui, au lieu que dans votre chambre, vous puissiez être 4, vous êtes à 8. Donc on doit pouvoir créer les conditions sociales, en fait, dans notre ménage. Dans notre ménage d'abord. Avant de compter là-bas. Ce n'est pas qu'il faut attendre que dans le développement social, parce que moi j'ai 12 enfants, que l'État, dans sa politique de réduction de la pauvreté, puisse dire, bon, tu as 12 enfants, bon, donne 4, je te garde. Non, nous on n'est pas là. Nous sommes encore, n'avons pas encore connu la baisse de la natalité, hein, et que nous n'avons pas encore réussi notre transition démographique. Donc, la quête de notre dividende démographique reste encore tributaire d'un certain nombre d'investissements. Et en la matière, il y a ce qu'il appelle la déconstruction de la perception de la sexualité humaine. La vie sexuelle de la femme aujourd'hui doit être comprise autrement. Ah oui? Ce n'est pas que je suis là, je suis dans un foyer et que je dois être réduite à une reproduction humaine par mon mari. Parce que je m'installe dans un postulat de la paresse, dans un postulat d'inactivité, mais je suis plus vulnérable à toute activité sexuelle parce que ce dernier n'aura que l'opportunité de venir manifester son désir sexuel. Mais vous avez une dépendance notoire. La taille du ménage, ne serait-ce que l'effet de son état d'expression sentimentale et sexuelle. De dire que vous détournez. Je ne détourne pas du tout. Je ne détourne pas dans la main. Non, je ne détourne pas. Il faut que vous compreniez. Vous comprenez. Je ne veux pas citer des régions. Ce que vous dites, c'est palpable. Oui, je ne veux pas. Regardez, comment j'arrive à faire le choix que les filles que j'ai là, je ne vais pas les envoyer à l'école. Et parce que j'ai ma tante qui se trouve dans les grandes villes à Cotonou et à Porto-Novo et à Bomé-Calavi, je les envoie. Elle, les gars là, soit si elle a la possibilité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va les placer chez une tierce personne. J'ai préparé une étude dans ce pays qu'on a intitulé L'enfant et son environnement humain. Et d'autres aujourd'hui, la question de la domestication aujourd'hui, on a travaillé sur ça. On a vu que ce sont les 4 Béninois qui emploient davantage ces enfants-là et comment ces enfants sont maltraités. Il faut que chacun travaille. Si vous voulez recruter des tierces personnes pour accompagner votre épouse dans votre foyer, allez prendre des personnes qui ont l'âge. Récemment, on a célébré le travail contre les enfants. Mais il faut aller documenter pour savoir. La journée de l'enfant africain. La journée de l'enfant africain, on a parlé du travail de l'enfant. Oui, bon, c'est ce que je suis.
Mais là, c'est aussi, chacun n'a qu'à essayer de penser à son bien-être d'abord, avant que l'État ne vienne. Si vous êtes là, vous savez que, bon, vous prenez tel produit, ce produit est susceptible de vous générer des ennuis sanitaires. Mais qu'est-ce que vous c'est l'ignorance qui vous amène. Vous créez le problème pathologique à votre niveau, mais vous courez maintenant au niveau de formation sanitaire. C'est vrai. Je sais que ce que je dis, il faut du travail, d'accord, pour que la population accède, comprenne comment prévenir le mal. L'État doit travailler pour réduire les inégalités, mais l'État ne peut jamais annuler les inégalités dans la société. Parce que la dimension origine sociale n'avait pas contribué à un certain nombre de choses hier, puisqu'il y avait l'État-providence. Il suffit que tu aies la moyenne, que l'État t'accorde les moyens. Mais aujourd'hui, l'État non seulement la moyenne, mais l'État lie votre moyenne à l'âge. Donc, il y a ce que j'appelle les variables d'accessibilité à un certain nombre sont devenues des variables des variables corsées. On va croiser 3 ou 4 variables. C'est vrai. Nous allons tous au même concours national. Mais la probabilité de succès est aussi, entre autres, en fonction de votre zone de prédilection. C'est-à-dire? Je vous donne un exemple. J'ai analysé les résultats nationaux l'année passée sur une chaîne de la place, dans une émission. Est-ce que vous voyez? Je suis allé chercher les meilleurs par département et par sexe et par leur école de provenance. Je prends le cours primaire. Le cours primaire, on dit le seuil, là, pour être parmi les 50 meilleurs que la direction des armées concours essaie de prendre pour aller faire le test pour ce qui concerne les entrées dans les milieux de formation militaire. Vous prenez dans l'Atlantique les 50 meilleures filles. Sur les 50 meilleures filles, il y a une seule qui est venue d'un établissement public. Tout le reste est venu des établissements privés. Et qui parle d'établissement privé aujourd'hui parle de la capacité économique des parents de l'enfant pour pouvoir supporter les charges. D'une part, je parle de coûts d'instruction. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je laisse chez les filles, je viens chez les garçons. D'accord? Je viens chez les garçons. Quand je vais prendre, par exemple, la ville de Porto-Novo, aucun n'est venu d'un établissement public. Et dans ces deux-là, même Cotonou, quand je prends tout ça là, de Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo, les deux sexes confondus, le seuil atteint pas ces enfants à l'examen du cours primaire, ils avaient tous le seuil de 9 sur 9. J'avoue que je ne vois toujours pas, puisque vous avez dit que la réussite dépend du milieu. C'est ça que je dis, ce milieu-là, tu as vu comment je le dis? Voilà, je prends l'Atlantique, et dans l'Atlantique, la commune qui a battu le record parmi les 50 meilleures filles, c'est la commune d'Abomey-Calavi. Est-ce que vous voyez? Quand je prends dans l'OME, la commune qui a battu le record pour les 50 meilleures filles, c'est Porto-Novo. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire? Je comprends pour dire, quand vous prenez les écoles dont ces enfants proviennent, ce sont des établissements privés, les plus prisés de la place. Donc, si aujourd'hui, le président, en parlant de hautement social, c'est que l'État doit pouvoir prendre des mesures pour mieux accompagner l'enseignement dans l'établissement public. Mais il y a aussi des élites dans les établissements publics. Mais moi, j'ai dit, c'est des données que j'ai analysées. J'ai analysé dans une émission. Le concours, non, ça c'est l'examen national, c'est les meilleurs. J'ai dit les meilleurs, ce n'est pas le concours. Hein. Les meilleurs, les 50 meilleurs que la direction des examens concours prend pour aller. La direction ne prend pas, c'est compte tenu des résultats. Mais c'est les résultats qui m'ont permis de dire. C'est une sélection qui a non, été non, c'est les résultats. Oui. Et là, les apprenants eux-mêmes. Les apprenants eux-mêmes. Oui. D'accord? Donc, je te dis, à ce niveau, j'ai pris Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo. Quand je prends ces 3 localités, les 50 meilleurs, soit chez les garçons, chez les filles, ont tous le seuil de 9 sur 9. Je quitte là, je vais dans les collines. Les 50, tous les 50 n'ont pas les 9 sur 9. On a dû racheter, on a eu les 8 sur 9. Je peux continuer parce que ça, ce n'est pas l'objet. C'est juste à titre d'illustration. C'est dans une émission que les gens peuvent aller chercher. D'accord? Donc, mon nom, c'est Kalis Ouari. Je ne dis que ce qui est.
Si tel n'est pas le cas, je n'ai pas ma raison d'être. Chacun doit pouvoir aussi fournir l'effort. L'effort, c'est ça que je dis. Retrouver... Quand j'ai pris ça, moi, je suis un produit de la sphère privée. Vous avez fait le privé. Non, de la sphère publique autant pour moi. D'accord. Je suis un produit. Est-ce que vous voyez, je suis un produit. J'ai fait le CEG Saint-État, j'ai fait le couple mexicain Nord, les deux qui sont côte à côte. Est-ce que vous voyez, c'est ça que j'ai. Vous avez soutenu votre thèse? J'ai fait ma thèse. C'est à l'université publique que j'ai faite. Est-ce que vous voyez? Mais ça n'a pas été facile. Parce que, n'ayant pas de bourse et tout ça, on a travaillé. Il n'y a pas de meilleur sans sacrifice. Mais c'est pour cela que la plupart d'entre nous, hautement social, quand le président a dit ça, la plupart des docteurs qui ne sont pas recrutés ont aussi leur attente à la matière. C'est quoi votre attente à vous? Notre attente, c'est que l'État puisse prendre des mesures sociales pour ce qui concerne les diverses catégories du corps enseignant qui se trouvent dans les universités publiques. Qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse en prenant c'est quoi non, mais, que vous non, vous savez, la politique publique, quand l'État veut concevoir, il y a plusieurs variables qui entrent en jeu. Donc, je laisse la latitude au président de la République, d'accord, de voir quelles sont les variables qu'il va mettre dedans. Parce que, je dis, la croissance démographique et estudiantine continue toujours de galoper. D'accord? Mais le rythme d'avènement dans les universités publiques, d'accord, de cette croissance démographique n'est pas le même que le corps enseignant. D'autres vont à la retraite, d'autres viennent. Est-ce que vous voyez? Donc, il revient à l'État de pouvoir mener la politique adéquate en la matière. Je pense que je n'ai fait que rappeler un certain... Parce que le gouvernement s'en est saisi et le Parlement s'en est saisi. Je pense qu'il y a trop de choses. Mais c'est aussi le mot hautement social. C'est des mesures. Ce n'est pas de la revendication, mais c'est des mesures que le président pourra prendre au niveau de l'aspiranat au cours primaire, au cours secondaire également aussi, pour que les frustrations ne suscitent pas au niveau d'autres de découragement. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui a fini un CAPES, d'accord, CAPES en mathématiques ou bien CAPES en SPCT, CAPES en anglais, et qu'il constate qu'au thème de tout cela, qu'il ne s'est pas retrouvé sur la liste, d'accord, mais parce que le privé peut le prendre, qu'il aille, vous voyez. Donc, c'est aussi des mesures pour contribuer à une certaine rétention des compétences que l'État a pris les moyens pour former. Vous voyez, moi, je suis formé par l'État béninois. Vous voyez, même si c'est moi-même qui ai payé tout ça là, mais les compétences qui sont là, c'est l'État qui les a payées. Vous voyez, donc pour cela, ceux-là qui sont sortis, qui se sont battus, l'État trouve les moyens de procéder à leur rétention, à leur maintien dans ce dispositif où ils ont beaucoup servi et ils continuent de servir, d'accord, pour quitter ce que j'appelle la précarité. Le mot hautement social prend aussi en compte les attentes de ceux qui sont dans une certaine précarité. Vous voyez, et c'est pour que la précarité n'ait pas sa raison d'être, ne demeure pas, ne prime pas beaucoup plus sur les différentes catégories socio-démographiques que le projet H. J'ai vu que c'est un projet salvateur. Et à ce titre, il faut que les gens puissent mieux faire le travail autrement, quitte à l'État de pouvoir contribuer à réduire autant que ce peut les inégalités sociales, les exclusions. Parce que, par exemple, sur le marché de l'emploi, le déscolarisé qui, après 2 bacs, pour avoir été 2 fois au bac, il n'est pas admis, il est là, il va se retrouver dans les grandes villes pour être dans une certaine insécurité sociale. L'insécurité sociale, c'est quoi? Il est dans des services, bon, viens me nettoyer tel endroit, on ne peut pas construire sa vie sur des choses comme ça. Job, en réalité. Voilà, on ne peut pas faire ça. L'État peut procéder à une identification des exclus du système éducatif. Je fais quoi? On procède à leur recensement. Il y a tellement de sources pour pouvoir procéder à leur recensement. Ça ne manque pas, hein, monsieur. Non, c'est ça que je dis. On procède à leur recensement. On fait ce qu'on doit faire à leur niveau. Des grands corps de métier. On les met. Aujourd'hui, s'il faut aller à une coopérative de groupe des agriculteurs, on peut le faire. Il suffit qu'on dispose encore d'une certaine maîtrise de l'eau. D'accord? Et je pense que j'en ai vu dans certaines localités où l'État a commencé par faire de la retenue d'eau, de l'irrigation, puis c'est fini. Dans une étude qui m'a permis de sortir du Bénin pour aller au Togo, j'ai vu comment le Togo a procédé à une irrigation de l'eau à partir du fleuve Mono. Or, le fleuve Mono, c'est un cours d'eau qui fait frontière entre le Bénin et le Togo. D'accord? On peut aussi s'inspirer de ces là dont tout le monde le sait. Je pense qu'il y a des acteurs mieux placés. L'essentiel, c'est qu'on aille à l'opérationnalisation.
Parce que le mot hautement social, c'est devenu une variable aujourd'hui. Une variable qui doit être opérationnalisée à l'aune des objectifs, à l'aune des indicateurs qui sont bien expliqués dans ce document que j'appelle le Plan national de développement, qui est un document pour lequel je salue les acteurs qui ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement. C'est un document que j'invite tout le monde à lire pour leur propre gouvernement d'abord. Voilà. Parlant d'opérationnalisation, en illustrant le hautement social, M. Wedé, Oui. le chef de l'État a parlé de l'amélioration du réseau routier. Comment le routier peut être social? On se le demande aussi parce qu'on a vu des travaux qui ont été réalisés durant le quinquennat dernier et qui se poursuivent d'ailleurs, la phase 2 de l'asphaltage qui a démarré. Cela, comment est-il social? Cela est social à deux niveaux. Quand le mot social, nous avons parlé de quoi? De la précarité. Nous avons parlé de quoi? De l'exclusion. Nous avons parlé de quoi? De la discrimination. On vient maintenant de la réduction de la pénibilité. Le mot pénibilité. Il y a des zones, d'accord? J'ai passé un bon temps de ma vie à être sur le terrain. En tant que chercheur. On a compris. Voilà. Donc, il y a des zones où l'inaccessibilité géographique, d'accord, posait problème. Est une réalité. Maintenant, ça veut dire quoi? Si le réseau routier va connaître une autre amélioration, c'est quoi? C'est de faciliter la mobilité urbaine. Et quand on facilite, ça a d'autres conséquences. C'est-à-dire quoi? Si mon vélo, pendant que je traversais, n'est pas percé, crevaison, ou bien mon véhicule, d'accord, quand les pneus n'ont pas de problème, le temps d'aller d'un point A à un point B, d'une part, et enfin, la carburation. La carburation a un coût. Donc tout cela, c'est une économie pour moi en termes de coûts à dépenser pour l'entretien de mon moyen de déplacement. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau de hautement social, quand on va mettre en place les acteurs qui vont améliorer le réseau routier, ils vont procéder à un recrutement. C'est ça que j'ai connu dans un programme auquel j'ai participé à son évaluation, l'approche IMO. C'est-à-dire que la route, main-d'œuvre, c'est une main-d'œuvre. D'accord? Qu'on a essayé de prendre au plan local. Mais si cela doit gagner au moins 1500 par jour pendant 4 à 5 mois, à 6 mois, précaire 7, mais précaire 7. Mais en termes de vulnérabilité, il serait dans cette fourchette-là moins vulnérable. Peut-être que ce qui va mobiliser là, ça va nous permettre de prendre des initiatives privées. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà comment, à ce niveau, le mot social doit être compris dans ces deux espaces que je viens d'expliquer. Voilà. Alors, M. Wedé, quelle serait alors la contribution des citoyens, quelle doit être cette contribution des citoyens-là pour accompagner ce mandat hautement social, pour accompagner donc les efforts de cette politique publique? Oui, vous savez, il n'y a pas de politique publique à 100% inclusive. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de travailler soi-même pour réduire sa vulnérabilité. Il faut travailler pour réduire sa vulnérabilité d'une part, et d'autre part, travailler pour être éligible à. Voilà, parce que si déjà le président dit dans une politique, aujourd'hui, il y a le problème, il y a la question d'insertion des jeunes qui se passe par les entreprises que j'ai suivies. Le PSI, oui. PSI, d'accord, que j'ai suivi. Et à comparer à un ancien programme dans ce pays, programme d'insertion sociale des jeunes, oui, nous courons pour aller déposer dossiers au niveau des ministères et tout ça. Bon, par rapport à ça aujourd'hui, le privé à qui on dit, je t'envoie tel jeune que moi-même je paie. Si ceux-là sont restés dans un postulat d'une forte productivité et que l'entreprise trouve son compte pendant que sur le temps échu de la présence de cette personne, s'il gagnait, je pense que au terme du processus, si le jeune a été bien compétent, bien utile, il trouvait la formule de le retenir. Parce que il y a ce que j'appelle de la demande au dehors à laquelle il peut répondre. Est-ce que vous voyez? Donc, en termes de travail, c'est les inputs
que l'État apporte à ce niveau. Et parlant de cette forme d'insertion des jeunes, c'est une forme d'insertion durable. On met le jeune à l'épreuve des faits. Oui, c'est ça que je dis. Il faudrait que les jeunes s'approprient un certain nombre de valeurs, de détermination de soi, de la capacité. Ne pas rester dans un postulat de passivité. Et tel que ce programme, tout ce qui est fait pour identifier la capacité, la proactivité du jeune, je pense que ceux qui vont concourir vont mieux se préparer. Et ceux qui ont la chance d'y être, je pense qu'ils n'ont qu'à donner le meilleur d'eux-mêmes, d'accord, pour continuer d'être dans le tissu de la productivité. Tout le travail ici, il faudrait que le jeune puisse se retrouver dans un tissu de travail. D'accord. Oui, ça, il faut tout faire pour y être. Et pendant qu'on y est, et si on est quelque part en train de se faire former, il faut se donner complètement à ça. Et là également aussi, je plaide également pour le maintien des jeunes filles dans le système éducatif. Parce qu'elles sortent très tôt. Et ça nous pose le problème de genre. Les filles sortent trop de notre système éducatif. Les raisons sont multiples. Il n'y a pas que la grossesse, il n'y a pas que l'activité sexuelle. Il y a entre autres la démission des parents. Et je vois que l'État, dans sa politique de contribuer à réduire ces inégalités entre les sexes, je dis mais inégalités entre les sexes, de voir que la politique publique a mené, d'accord, dans ces coins les plus reculés, pour pouvoir maintenir autant que ce peut ces filles dans le système éducatif. Même si elles sortent, qu'on aille les chercher et qu'on puisse les mettre dans l'apprentissage. Ça, c'est pour les jeunes et les moins jeunes? Les jeunes et les moins jeunes également. Ah, les deux. Les deux, voilà. Et oui, ça s'impose. Parce que ce que je vois aujourd'hui, les gens vont rester là, attendre tout de l'État. L'État-providence est terminé. Oui, je le répète, l'État-providence est terminé. Mais là, nous sommes aujourd'hui, nous tendons, vous avez vu tout ce que vous venez de dire, quand moi je le lis, nous sommes en train de restructurer notre tissu social. Oui, c'est une restructuration de ce qu'on est en train d'être fait. Vous voyez, aujourd'hui, avec ANIP, c'est une amélioration de l'état civil béninois. Et cette amélioration de l'état civil béninois vous donne à long terme des opportunités pour être éligible à des services sociaux. Tout le monde doit être dans ce que j'appelle dans le tissu social. Tout le monde doit être dans le registre de population. Donc, ce qui se fait là, c'est très important, même si c'est des coûts. Ces coûts par rapport aux avantages, il n'y a pas à comparer. Parce que quand vous n'avez pas le statut de citoyen, pas de statut de citoyenneté, mais quand vos critères démographiques ne sont pas clairs, vous ne pouvez pas avoir accès à un certain nombre de services. Mais les coûts ont même été revus récemment, monsieur Wedé. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Donc, ça ne coûte pratiquement plus grand-chose. Voilà. Et ça, c'est que pour avoir été dans la première version de la LEPI dans ce pays, vous voyez, des gens ont été enrôlés sur la base de témoignages. D'accord? D'autres ont, pour plusieurs raisons, des questions de souche par-ci, par-là. Donc, notre état civil avait connu des méandres, avait connu ces dysfonctionnements. Mais ce qui se fait aujourd'hui, on le salue avec tout le respect qu'il faut et que les acteurs puissent en tenir compte et le service soit accessible sur tous les gens du territoire par rapport aux uns aux autres. Il faut ça autant d'actes sociaux que nous devons accompagner, monsieur. Oui, c'est ça. Vous voyez, ça là, quand je dis, c'est des choses qui vont vous permettre d'être éligible à. D'accord. Oui. Parce que quand il y a quelque chose, l'État décrète quelque chose maintenant. Bon, vous venez avec quoi? Quelle est la pièce qui vous identifie, vous dit que vous pouvez être éligible? D'accord. Monsieur Wedé, malheureusement, nous égrenons les dernières minutes. Oui, c'est vrai, ça passe vite. Ah, d'accord. Quand on entre dans les illustrations et tout, nous allons conclure ce bel entretien. D'accord. Je voudrais d'abord... nous sommes à la veille du baccalauréat. Absolument. Je voudrais... Les candidats proposent... Je voudrais d'abord saluer tous les acteurs qui ont œuvré pour ce fameux examen qui est capital pour tout le reste. Parce que ça mobilise beaucoup d'acteurs, ça mobilise de l'argent et tout le monde se retrouve jusqu'à la fin. C'est quand les résultats sont donnés quelque part que certains se sentent tellement satisfaits quand il n'y a pas d'incident. Donc à ce titre, nous saluons tous les acteurs concernés en termes de responsabilité, en termes de moyens à déployer, en personne d'abord le chef de l'État et son ministre des Finances. Maintenant les candidats à qui je demande d'avoir la confiance en soi.
Absolument. Quand vous n'avez pas la confiance en vous, vous êtes vulnérable à tout. La mauvaise gestion de vos émotions vous crée des problèmes. Je leur demande d'avoir la confiance et de prendre le temps de lire calmement les épreuves, de ne pas se précipiter. Et quand, après avoir lu, de voir quel est le temps que j'ai pour répondre à telle question dont j'ai la capacité de vite répondre. Et il faut répondre avec toute la clarté requise. Je pense que fort de cela, les correcteurs, tout le dispositif, après, pourront bien faire le travail pour que les résultats puissent donner le meilleur. Parce que investir sur l'enfant, c'est attendre de retour, mais pas de sitôt. Comme la Bible dit, l'enfant en Afrique est la canne de la vieillesse. Oui. Avant que cet enfant ne soit à votre canne, c'est d'abord de l'investissement. Et à cela, je demande aux parents de les accompagner, de ne pas les laisser, de les accompagner jusqu'à ce que les 3 jours puissent terminer. Ne pas les laisser manger du n'importe quoi, excusez-moi l'expression. Si très tôt, vous pouvez chauffer de l'eau, faire ce qu'il faut faire pour que les enfants surveillent l'alimentation pendant ces 3 jours. On ne peut pas réduire 9 mois en 3 jours, mais c'est la réalité. Vous êtes évalué au bout de 3 jours pour 9 mois d'exercice. Donc, c'est du courage. Revenons maintenant très rapidement à la conclusion de notre entretien. Et que pour dire le thème hautement social du président de la République, je veux nommer le président Talon, c'est à comprendre à l'aune d'un certain nombre de diagnostics auxquels il est mieux informé. Et je prends comme référence, à moins qu'il y ait d'autres documents que je n'ai pas lus, le plan national de développement à partir duquel un certain nombre d'objectifs sont attendus dans le temps. Et deuxièmement aussi, prier le chef de l'État pour ce qui concerne les problèmes d'ordre catégoriels, surtout dans l'enseignement et dans la santé. La question de l'eau est connue, d'accord, la question d'énergie est connue et la question de santé est connue, mais les problèmes d'ordre catégoriel, pour qu'il y ait moins de frustration et que les gens se sentent aussi plus solidaires envers l'action républicaine. Ça, c'est le plaidoyer de l'enseignant. Ah oui, oui, oui. Absolument. Monsieur René Caliste, vous êtes sociologue, je le rappelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi et à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, le hautement social, perception et réalité. Voilà, mesdames et messieurs, ce dont nous avons parlé durant cet entretien. Merci de nous avoir suivis.